Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. On connaissait James Bond et Mission Impossible, il va maintenant falloir compter sur les agents très spéciaux de Guy Ritchie. Et puis de Dr. Dre à Lance Armstrong, les histoires vraies continuent à inspirer les cinéastes. 3 biopics sortent cette semaine sur nos écrans. Enfin, il fait de plus en plus d'ombre à Cannes ou Venise. Le Festival international du film de Toronto est le rendez-vous immanquable des cinéphiles. Pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. Alors, ils sont beaux, élégants et redoutables. Avec Agents très spéciaux Code Uncle, le cinéaste Ritchie transpose sur grand écran une série culte des 60s. Guy Ritchie, ex-Monsieur Madonna, surtout grand réalisateur de la saga, notamment Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Alors oui, vous l'avez dit, on connaissait Mission Impossible, on connaissait James Bond, et au vu de la fin de ce premier volet, on imagine qu'il va y en avoir beaucoup d'autres, justement, de volets. Alors qu'est-ce que c'est bien ? Alors oui, c'est bien, c'est fun, c'est cool, c'est très élégant. On va dire presque, ça sert à rien si ce n'est de divers, qui est déjà beaucoup. Alors on est dans les années 60, en pleine guerre froide, et l'association a priori contre nature d'un agent de la CIA et un agent du KGB pour désorganiser une organisation, pour le coup, très bien organisée, vous avez suivi. Voilà, alors vous l'avez dit, c'est une adaptation d'une série culte qui s'appelait Des agents très spéciaux, une série qui était dans les années 60, en noir et blanc, on voit les images. Alors eh bien, effectivement, c'est totalement relooké aujourd'hui. Pour la petite anecdote, c'est que parmi les acteurs qui devaient interpréter l'agent de la CIA, il y avait Tom Cruise. Tom Cruise a décliné, pourquoi ? Parce qu'il était sur le tournage de Mission Impossible. Donc, à force, à mon avis, oui, ils vont à mon avis se marcher sur les pieds. Donc voilà, on a vu le passé en noir et blanc. Regardez la couleur maintenant. Let's finish this. Things could get a little messy. Absolutely hate working with you, Pearl. You're a terrible spy, cowboy. Oh, and you have a new code name. Code name? Uncle. Et puis, il était l'un des 2 films français en compétition à la dernière Mostra de Venise. Marguerite de Xavier Giannoli raconte le parcours dans le Paris des années 20 d'une cantatrice qui chante comme une casserole. Voilà, on se bouche les oreilles. Alors, vous avez sûrement reconnu le visage, en tout cas, de Catherine Fro, peut-être moins sa voix. Pourtant, c'est elle, en partie, qui chante faux dans le film. Il paraît qu'elle a appris à chanter faux. Elle a appris à chanter faux parce qu'elle chante apparemment juste, Catherine Fro. Je ne le savais pas, mais voilà, il a fallu apprendre à chanter faux. Alors, on est dans les années 20, dans le Paris des années 20. Et puis, voilà, elle est très riche, cette femme qui s'appelle Marguerite. Et elle chante extrêmement faux, sauf que personne n'ose lui dire. Donc, elle vit dans une espèce de petite bulle, dans un petit fantasme. Voilà, et personne, bien sûr, parce que comme elle est mécène, personne ose lui dire. Ça en fait un film à la fois comique, d'une certaine manière, puisqu'effectivement c'est drôle, on rit de Marguerite, et en même temps, c'est un film extrêmement beau sur comment, finalement, poursuivre ses rêves. Après tout, elle est heureuse, Marguerite, d'être une chanteuse, en tout cas de se considérer comme telle. C'est réalisé par le Français Xavier Giannoli, qui avait fait à l'origine Quand j'étais chanteur ou encore Superstar, qui justement à chaque fois, finalement, traite du thème de comment les personnages sont à double facette. On pense de l'imposture, on pense que c'est des ringards, voilà. Et c'est très intéressant. Voilà, à noter quand même que c'est un vrai faux biopic, puisque cette cantatrice a existé, elle était américaine, c'était dans les années 40, elle s'appelait Florence Foster Jenkins, et Stephen Frears va sur les pas de Giannoli, puisqu'il va faire avec Meryl Streep un vrai biopic sur la vie de Foster Jenkins. Oui, si vous voulez en savoir plus sur cette Marguerite, retrouvez une interview du réalisateur Xavier Giannoli dans À l'affiche demain, jeudi 17 septembre. Alors vous l'avez dit, si avec Marguerite Giannoli, c'est librement seulement inspiré de la vie d'une personne ayant existé, 3 films sortent cette semaine. Et là, pour le coup, ils ont choisi au contraire de vraiment
collé à la réalité. Oui, ce qu'on appelle donc les fameux biopics, biography pictures en anglais. Donc on reste vraiment au plus près d'un personnage ayant vraiment existé. C'est pas mal pour les producteurs parce que du coup, en général, les personnes dont ils racontent la vie, on les connaît et du coup, c'est déjà pour le spectateur un bon produit d'appel. Alors, il y en a 3. Alors bien sûr, il y a des écueils pour éviter. Il y a des écueils justement à éviter pour faire des bons biopics. Malheureusement, les 3 dont on va parler ne l'évitent pas vraiment. En tout cas, le premier s'appelle NWA, Straight Outta Compton. Straight Outta Compton, c'est le nom du premier album du fameux groupe NWA, acronyme de Niggers with Attitude. C'est le groupe qui a révélé notamment Dr. Dre et Ice Cube, le premier groupe de gangsta rap américain qui est né donc en Californie. Le problème, c'est la géographie. C'est-à-dire que voilà. Et le problème aussi, dans NWA, c'est que c'est produit par Dr. Dre et Ice Cube, les deux leaders. Donc bien sûr, ils ont le beau rôle. Ouais. En même temps, ils chantent très bien. Écoutez-les. You guys supposed to be somewhere? These are artists. Rap is not an art. You cannot come down here and harass my clients because of what they look like. I promise you, things gonna be different from here on out. Listen, to be honest with you, I don't know anything about hip-hop, but I know that you're special. They're trying to tell us what we can't play. This man NWA. Yo, Dre. What up? I got something to say. We can keep going, man. We can take over the goddamn world. Got a little dust of wind and I'm dead. Believe a memory, no one will be forgetting. So as I leave, believe I'm starving. But when I come back, boy, I'm coming straight out of town. Voilà pour le gangsta rap, changement complet d'ambiance dans Le Prodige. Oui, alors retour aux années 60, puisqu'on parlait des années 60 avec le film de Guy Ritchie. Donc fin des années 60 cette fois, et pour arriver au pic du drame, les années 70, 72, le match du siècle entre d'un côté Bobby Fischer, de l'autre Boris Spassky. On parle d'échecs, et on parle plus que d'échecs, puisque à travers finalement ce match et ce championnat du monde d'échecs se jouait d'une certaine manière la guerre froide, le conflit entre les Américains et les Russes à l'époque. C'est Tobey Maguire, vous le voyez sur ces images, qui joue le fameux Bobby Fischer. Bobby Fischer était doué aux échecs, mais extrêmement paranoïaque dans la vie, ce qui en fait un film extrêmement parano. Le problème, voilà, c'est l'autre écueil du biopic, c'est d'être un peu dans le ripolliné, dans le classicisme, et c'est un peu le problème de ce prodige. Voilà. Mais bon, écoutez, on va, pour ceux qui aiment les échecs, ils aimeront voir ce film. Ceux qui aiment le cyclisme, ils prendront leur vélo, ils iront acheter un billet pour voir The Program de Stephen Frears. C'est sur Lance Armstrong. Lance Armstrong, on a tout. C'est un peu comme une fiche Wikipédia, ce film. Autre écueil du film de biopic. Donc ça commence avec le cancer, la rédemption, l'ascension, les 7 Tours de France gagnés, et puis le spectre du dopage qui va forcément écorner la légende. Voilà. Il n'empêche que le film est un petit peu raté. Pourquoi ? Parce qu'on aimerait être dans la peau, finalement, dans la tête même de Lance Armstrong, et on reste finalement très extérieur. Il reste un complet mystère, ce Lance Armstrong, c'est bien dommage. Alors, c'est Ben Foster qui incarne Lance Armstrong, et justement, à défaut de rencontrer le vainqueur du Tour de France, qui a toujours refusé, Ben Foster a passé plusieurs semaines en immersion au sein d'une équipe de cyclistes, parmi lesquels le vainqueur du dernier Tour de France, Chris Froome. Imaginez avoir une quinzaine de kilos en trop, en haute altitude, sans jamais avoir porté de chaussures de cyclisme de toute sa vie. Le tout avec Chris Froome et son équipe qui m'observaient. Disons que je les faisais bien rire. Ils se demandaient pourquoi est-ce qu'on m'avait choisi pour incarner Lance Armstrong. Alors, ce que Ben Foster ne dit pas là dans cette interview, c'est qu'il est allé bien plus loin pour se mettre dans la peau de Lance Armstrong. Dans une interview donnée au quotidien anglais The Guardian, il a admis s'être dopé, avoir pris des produits dopants pour donc s'il obtient un Oscar, on est d'accord que c'est un scandale. On viendra le dénoncer en disant que c'était un acteur dopé. Il sera déchu de son titre. J'espère bien. D'accord. Alors, on va terminer, Thomas, avec le Festival international du film de Toronto qui se déroule en ce moment même au Canada. Alors, on dit souvent que c'est un bon baromètre pour les Oscars, et d'ailleurs, il attire de plus en plus de stars. Oui, c'est la 40e année, donc il fête un anniversaire, le festival. 40e anniversaire du Festival de Toronto.
Toronto International Film Festival, dans le jargon on dit TIFF. Voilà. Quand vous dites TIFF, c'est que vous êtes vraiment très très chic. Et c'est un festival effectivement de plus en plus chic, de plus en plus glamour. Effectivement, il y a une stratégie. C'est qu'il est situé donc daté au mois de septembre, ce qui est une bonne. C'est le début de la course aux Oscars, hein, puisque on sait qu'aux États-Unis, ceux qui veulent concourir, eh ben c'est vrai, ils doivent faire de la publicité autour de leur film. Donc effectivement, les tapis rouges du festival de Toronto est une rampe de lancement pour la course aux Oscars. Donc c'est devenu très important. Tout le monde veut y être. Tout le monde veut être sur le tapis rouge. Beaucoup de films, très peu de compétition, mais c'est surtout un énorme marché. Donc, en fait, c'est là où c'est très important. C'est le plus important festival nord-américain. C'est vrai que nous, on a Venise, Berlin, Cannes, mais c'est vraiment, ça reste circonscrit à l'Europe. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur le festival nord-américain. Donc, en termes de business, hein, pour parler vraiment économique, c'est vraiment très important. Tout le monde est là pour présenter ses films. Et il y a des films du monde entier. Par exemple, on peut découvrir Much Love, hein, qui sort aujourd'hui du Marocain Nabil Ayouch, hein, qui a fait scandale au Maroc. Et des grosses productions, évidemment. C'était l'occasion, par exemple, de découvrir Seul sur Mars, le nouveau film de science-fiction de Ridley Scott, après Blade Runner et Alien et tant d'autres, avec Matt Damon, qui est donc seul sur la planète orange, le pauvre. Bon, on vous en reparlera au moment de la sortie. Merci beaucoup, Thomas. Évidemment, à la semaine prochaine. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va donc se quitter avec des images de Matt Damon, Seul sur Mars. Le film de Ridley Scott sortira sur nos écrans en France le 21 octobre. À très vite. We left him behind. Let's go get our boy. This is something NASA rejected, so we're talking mutiny. And if we mess up the supply rendezvous, we die. If we mess up the Earth gravity assist, we die. It's space. It doesn't cooperate. I guarantee you that at some point, everything's going to go south on you.